L'unité du vivant. La tâche qui nous incombe là, c'est de faire la synthèse de ces 2 jours, qui ont été plutôt riches en propositions d'exploration, en pistes suivies. Et donc, on va rester autour de cette idée d'unité du vivant, mais je vais tenter de faire plus encore. Je vais essayer de faire l'unité des vivants qui sont sur cette estrade. À savoir, un artiste qui se dit quantique, un philosophe qui n'hésite pas à renverser les chaises et qui nous interdit de les redresser, et enfin, un biologiste qui fait de nous de simples vecteurs de gènes. C'est un peu triste peut-être. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est que pendant ces 2 jours, pendant ces 4 interventions, j'ai noté plusieurs motifs, plusieurs mots qui ont été répétés, donc sinon dans les 4 interventions, du moins dans plusieurs. Et je vais vous les proposer, vous les soumettre un par un. J'ai d'autres mots aussi à vous soumettre qui n'ont pas été prononcés, mais sur lesquels vous pourrez aussi réagir. Et donc ce que j'aimerais finalement, c'est que comme chacun a suivi sa ligne, son fil, j'aimerais qu'au final, pendant cette heure, on retisse tout ça ensemble. Comme finalement, c'est un peu la mission de ces conversations, c'est de retisser l'humanité avec le reste du vivant, de faire une sorte d'unité du vivant. Si vous êtes d'accord. Bon, on va y arriver. On va commencer par... On va se débarrasser tout de suite du mot qui est peut-être le plus dur, c'est la mort, qui a été très présente. Donc, ce matin, chez Marc-André, la mort, c'est le propre du vivant. Chez toi, Fabrice, dans plusieurs œuvres, on la voit sourdre un petit peu. Par exemple, dans la grande fresque qui est exposée, l'étude de sol, il y a... Certains ont comparé ce tableau au Jardin des délices de Bosch. Et la partie du triptyque qui correspond à l'enfer, chez toi, c'est plus... On est dans les tons sombres, pollution, ce genre de choses, mort finalement. Et toi, Roberto, tu commences même ton livre par dire que finalement, ta première expérience de l'océan, de la mer, t'as frôlé la mort. Tu as dû vaincre cette peur pour y retourner. Donc voilà, j'aimerais vous faire réagir, vous faire interagir sur ce concept de mort. Qui veut commencer ? Comme j'ai le micro. Oui, c'est vrai, donc c'est pas vraiment ma première expérience de l'océan. Je vais largement nager, je prenais des risques tout simplement. Je pris un risque trop important et j'étais sauvé par un copain qui était maître nageur, maître sauveur. Et finalement, frôler la mort dans ce cas, comme dans beaucoup, je dis rien de particulièrement nouveau, mais ça met en perspective les choses. Enfin, tu as une seconde vie. Mais dans le cas de l'océan, pour moi, ça m'a pris un certain temps avant de nager de nouveau. Je nage mal volontiers si j'ai pas pied. Je traversais l'Atlantique sur des voiliers, mais c'est autre chose. Je suis un homme de la surface, donc je veux bien rester à la surface, ne pas risquer. Donc j'ai plein de stratégies. Alors j'ai repensé l'océan à cause de ça, et pour pouvoir me permettre de nager encore. Et j'imagine que c'est une masse visqueuse, gélatineuse, un gel. Enfin, quand vous prenez de la vitesse et que vous nagez, vous êtes soutenu par ces gels. Et donc l'idée, c'est que, comme dans d'autres cas, la mise en perspective change la perception de l'objet. Et c'est un peu ce que j'essayais de faire hier, donc montrer qu'on peut remettre en perspective certains des objets avec qui nous avons une certaine familiarité, comme les vivants, comme l'océan, comme les objets matériels, et que ces changements de perception déclenchent une action. Parce que je crois que c'est mon seul message ici. Enfin, je suis un peu fatigué d'être sensibilisé à la cause du climat, du vivant. Je suis vraiment fatigué, en fait. Je pense qu'on doit passer à l'étape suivante. Dans ce cas-là, il faut agir. On est tous un peu fatigués. C'est la crise de l'énergie. Mais il faut agir. Et l'action est rendue possible parfois par un changement de perception. Je vois les choses différemment et je trouve la sortie. Je trouve la façon de bouger. Et donc la mort, dans ce cas, c'est peut-être une mise en perspective qui va nous intéresser tous. D'accord, parce qu'on va revenir sur ce passage de l'observation à l'action, mais après. Est-ce que vous voulez aussi réagir sur... Par rapport à la mort, on a quelques forces quand même qui nous animent. La première, c'est que nous, on n'a pas envie de mourir en tant qu'individu. Pour ça, justement, qu'agiter l'image de la mort, c'est un petit peu une provocation dans un exposé, parce que c'est quand même la chose qu'on n'aime pas. Il y a cette façon dont on est tenaillé par l'instinct de survie, qui est en fait l'instinct de non-mort. Et
pour le coup, on comprend ce qu'il est. C'est que plus on a cet instinct, plus on a de chance d'avoir de descendants, moins on a de chance de se laisser mourir à la première adversité. Mais il y a aussi autre chose qui est notre appropriation de nos enfants, qui est aussi d'ailleurs quelque chose qui est dans notre instinct et qui est quelque chose qui construit notre capacité à survivre. Le fait d'être attaché à ses enfants, c'est quelque chose qui fait qu'on les entretient, qu'on les nourrit, qu'on les protège, et donc quelque part, on assure notre descendance de cette façon-là. C'est clairement, tout comme l'instinct de survie, l'attachement aux enfants, c'est quelque chose qui a été sélectionné, parce que plus on a ça, plus on a de chance d'avoir des descendants, donc c'est assez logique. Et ça, c'est peut-être une des façons justement de vaincre la mort, parce que l'instinct de survie, il est assez bâtard, parce qu'il nous permet de vivre dans des conditions même dégradées. C'est comme ça qu'on arrive à survivre à la dégradation de l'âge. Jusqu'à un âge avancé, on subit une condition qui nous paraîtrait, vu du jeune âge, absolument insupportable. Bon. Mais du coup, c'est accepter la dégradation. Et l'homme est capable de vivre dans des conditions extrêmement dégradées, pas que la sienne, mais environnementales aussi dégradées. Il s'attache à la vie. Donc ça nous aide pas forcément. En revanche, l'autre aspect par rapport à la mort qui peut nous permettre de dépasser la mort, c'est l'attachement aux enfants. Parce que là, et on voit très bien que dans les réactions aujourd'hui à l'environnement, les gens sont inquiets par rapport à leur progéniture. Et la progéniture elle-même est très inquiète. Alors ils projettent dessus, oui, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est peut-être une façon de s'approprier plus l'avenir. Ce qu'on a du mal à faire par ailleurs, on a du mal à agir par rapport au long terme, de la façon optimale à long terme, quand ça rencontre ou que ça va contre l'intérêt à court terme. Par contre, nos enfants, c'est peut-être un début de dépassement de la mort. L'attachement à nos enfants, c'est peut-être une façon de commencer à prendre les choses vraiment en main. Très vite, j'ai voulu créer pour repousser la mort au maximum, en fait. C'est ça, en fait, les œuvres sont là pour entre guillemets, rendre immortel. Et ça, je l'ai senti dès le départ. Mais pas seulement dans l'objet, justement, mais aussi dans les comportements. Je pense que les comportements aussi créent, quand un geste se réitère, se multiplie et se multiplie par l'autre, je trouve que ça c'est un élément de survie incroyable. C'est pas seulement et c'est de l'information aussi. Ça peut être c'est un enfant aussi, mais c'est des ondes supplémentaires, c'est des informations supplémentaires, des créations supplémentaires. Et ces comportements-là, je pense que c'est ma façon d'aller au-delà de la mort. Ça c'est clair. D'accord. Pour moi. On pourrait appeler un élan vital en fait. Voilà, c'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, justement très vite, moi je me souviens très bien quand mon père m'avait dit comme ça qu'il fallait, tu verras quand tu auras des enfants, et puis j'avais dit comme ça, je voudrais jamais d'enfant naturel. Je me souviens très très bien de ce jour-là. Je voulais surtout pas dire des choses contraires à mon père, en fait, c'était ça. Donc il y avait un jeu avec ça, mais en même temps il y avait cette histoire d'extraterrestre, parce que moi j'étais complètement, et je pensais que j'étais pas du tout de cette terre. Donc voilà. Donc l'histoire de la mort, en fait, c'est venu bien plus tard. Bien plus tard, même le mot mort, je l'ai senti beaucoup plus tard. Ce qui vient avec l'âge, c'est un peu logique. Voilà, peut-être. Je veux pas dire que tu sois... Non, je m'en suis aperçu plus tard quand j'avais des amis autour de moi qui mouraient. Voilà. Confrontation. Voilà, ouais. C'est ça. Et je me suis aperçu de ce moment-là. Et en fait, c'est ça, mais il y a sûrement moi j'ai besoin d'expérience autour de moi pour avancer. C'est ça, c'est comme ça que j'avance. En fait, c'est pas que des mots, en fait. D'accord. Pour inclure un peu Jean-Philippe Piron, qui était là hier mais qui a dû partir, quand il établissait un distinguo entre l'histoire naturelle d'une part, où il s'agit de comparer presque morphologiquement, anatomiquement des espèces pour pouvoir les classer, et ensuite la biologie, où on se penche vraiment, pour le coup, c'est un truc sur lequel on aurait pu le faire réagir. Finalement, aujourd'hui, la biologie, pour étudier le vivant, passe par la mort de son sujet. Pour, je sais pas moi, disséquer, creuser, enfin comprendre finalement. Pour comprendre quelque chose, on est obligé de le tuer, quoi. Et c'est juste que, même pour le nommer, c'est le paradoxe de la part d'herbier. De la part d'herbier. La part d'herbier, c'est le nom qu'on donne techniquement à un spécimen, à un herbier. Vous récoltez une plante, vous la séchez. C'est ce qu'il faut faire quand on décrit une nouvelle espèce. Il faut laisser quelque part dans un herbier un morceau qui va être la référence de l'espèce. Qui va être ce qu'on appelle le type. Voilà. Donc il faut laisser un type. Mais évidemment, c'est complètement aberrant parce que en réalité, si vous voyez l'espèce comme une dynamique de population, le type, vous l'avez séché, vous l'avez aplati,
Vous êtes sûr qu'il ne contribue pas à la suite de l'histoire, il est mort. Vous y êtes, donc finalement, paradoxalement, c'est une mort, et c'est vrai aussi pour les animaux, hein, il faut stocker quelque part un échantillon de référence, et évidemment, il n'est pas vivant. Hein. Donc quelque part, le moment où on nomme une espèce, ça fait un mort, et ce mort, c'est la référence, alors que clairement, il a moins de chances que les autres de contribuer à la suite de la dynamique populationnelle de l'espèce. Ça me fait penser à une espèce de coquelicot qui a été forgé dans le jardin de Claude Monet. L'espèce s'appelle papaver monetii. Et en fait, ça n'existe plus, à part en 3 exemplaires dans des herbiers. Alors, on sait d'où ça vient, on sait quelles espèces ont été croisées, etc. Mais comme par ailleurs, le coquelicot sauvage a eu tendance à disparaître dans les environs, voilà, l'espèce a disparu, sauf sous la forme de 3 spécimens morts. Avançons malgré tout un petit peu, et donc autre motif qui était récurrent dans vos interventions, c'était la nécessité de forger des nouveaux concepts, des nouveaux mots, des nouvelles façons de penser. Donc là, ça va être très large. Et par exemple, pour commencer à aborder ce sujet, j'aimerais juste vous citer une phrase tirée du dernier livre de Baptiste Morisot, L'Inexploré. Voilà. L'espace des relations possibles avec le vivant est à repenser et rouvrir parce qu'il a été appauvri et sa richesse polymorphe occultée par la modernité, par le cloisonnement dualiste de toutes les relations possibles. L'enjeu est de faire réémerger un middle ground, un espace des relations potentielles avec les vivants où les cartes sont rebattues. Vous êtes d'accord ? Mais Oui, alors moi je suis toujours d'accord avec ce que Morisot écrit. D'emblée. Je prends ça, je suis un homme facile, en ce sens. Mais ce qui m'intéresse, par contre, comment faire ça ? C'est un peu ça ma question. Morisot parle de regard ajusté. Donc, le regard ajusté, c'est notre nouvelle considération du vivant. Et c'est bien de lancer l'idée du regard ajusté, mais après, il faut rentrer dans la mécanique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ajuster notre regard ? Quel est le travail qu'il faut faire ? Donc là, je prêche pour ma paroisse, qui est celle des sciences cognitives. Hier, j'ai parlé de la question du premier plan, de l'arrière-plan. Donc, pour ajuster le regard, pour porter le regard sur les vivants, on peut soit investir plus les vivants, soit on peut déconstruire les objets. Et c'est un exemple parmi d'autres. Enfin, mais quelle est la mécanique ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est un peu ça la limite, je pense, de l'approche de Baptiste Morisot. Il faut faire un peu plus que simplement dénoncer la chose et inciter à changer de regard. Il faut comprendre comment on peut changer de regard. Et de nouveau, là, c'est un sujet, je pense, de recherche empirique. On n'a pas les réponses toutes faites. Il faut essayer, voir si ça marche. Oui, c'est un champ à défricher. C'est un champ à défricher complètement, empiriquement parlant. Mais justement, j'étais content que tu dises ça, parce que l'autre jour, j'allais chercher du pain chez ma boulangère, alors on se connaît bien et tout, et elle regarde par la fenêtre, il y avait une tente, vous savez, ces tentes qu'il y a maintenant à Paris de gens qui tombent dehors, et elle me fait, quand même, c'est pas normal. Et moi, j'étais d'accord avec elle, mais je pense pas qu'on parlait de la même chose. Mais je trouvais que c'est pas normal qu'effectivement que les gens soient obligés de dormir dehors. Donc, bon, je suis pas sûr qu'elle parlait de ça, et donc on n'a pas été plus loin. Mais donc, vous voyez, à un moment, le diagnostic posé, c'est important. Mais en fait, est-ce qu'on parle tous de la même chose quand on a finalement acquiescé avec les constatations d'un Descola et la forme d'indignation positive d'un Morisot? Alors, que Baptiste soit impliqué dans des choses, c'est clair qu'il n'est pas que dans le verbe, hein, c'est sûr. Mais il faut qu'on aille vraiment beaucoup plus loin dans la reconstitution de ce lien, de cette logique, de cette compréhension de ce que c'est qu'être être vivant. Et alors, bon, moi, personnellement, en tant que scientifique, la solution que je vois, c'est de proposer des logiques, des constructions intellectuelles qui soient près de la santé ou près de la vision du monde le plus possible, parce que c'est mon métier. Alors, publicité gratuite, c'est l'objet de mon prochain livre, hein, qui s'appelle « En naturons-nous » et qui est sous-titré « Comment la nature donne son sens à la société ». Et qui est en fait une façon de reconstituer une vision du monde où l'homme est dans la nature et dans la logique naturelle, et une logique qui est en fait une logique de dynamique écologique et évolutive. Pas très descolien, ça. Pas très descolien, puisque tu parlais de Philippe Descola où tu mets l'homme et la nature. Mais non, mais ce sont deux façons de voir le monde qui sont comme de dire que la lumière est une onde et une particule. Dire que la nature n'existe pas, ce que dit Philippe Descola, c'est chez les Occidentaux. C'est le début. Oui, enfin, lui, il dit que notre conception de la nature, c'est un truc qui n'existe pas. Il dit la nature n'existe pas.
c'est une construction intellectuelle des Occidentaux. Bah oui, mais si je dis ça à des gens dans la rue, ils vont me dire ouais. Et donc, parce que ça existe, c'est une des visions du réel. Mais ce qu'il faut, c'est forcer cette... en fait, on a appris à loucher. C'est-à-dire qu'on voit la société et la nature. Et ce qu'il faut, c'est apprendre à remettre les deux ensemble. C'est ça le truc. Je peux intervenir. Et je crois que c'est pas de lèse-majesté, on a le droit aussi de critiquer cette idée des scolaires. Je pense, bien sûr. Dites-moi si c'est pas... Hein? Oui, non, parce qu'il y a des domaines dans lesquels l'opposition entre nature et culture semble marcher parfaitement. L'océan. L'océan est un espace qui est colonisé, légèrement anthropisé, mais il n'est pas un espace habitable. Donc, pour l'océan, l'opposition entre culture et nature est très claire. Il y a de la nature, là. Il y a très peu de culture. Oui, mais ce qui met derrière le... Enfin, à nouveau, on n'est pas effectivement pas tout à fait l'objet de cette... Non, mais c'est important de savoir que il y a des objets pour lesquels l'opposition entre nature et culture semble être valable. Et il faut des arguments très forts pour la contester. Il n'y a pas un peuple de l'océan, par exemple. Il n'y a pas une anthropologie de l'océan. Ça peut y exister, tout simplement. Critiquer, c'est plus le dualisme. Oui. Et qui est critiquable. Tout à fait. Et dans l'inexploré, Morisot fait une catégorie des vivants et des non-vivants qui est plus précise, en distinguant les animaux sentients, en les distinguant des bactéries, etc. Il y a quand même tout un travail assez fin. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord sur l'abandon. Je suis pas sûr que ce soit opérationnel, en fait, encore. Opérationnel, c'est le jour où les gens ont quelque chose à faire le lendemain matin, quoi, quand ils auront lu le livre. Oui, mais il faut des concepts aussi. Non, mais je dis pas que c'est un mauvais travail, mais je dis qu'il reste... Alors, ce que j'ai dit, c'est que moi, mon rôle, c'était de faire des catégories, des visions du monde, des logiques, des raisonnements, des routines, mais je peux pas le faire seul. Moi, j'ai besoin de gens qui l'incarnent, qui créent des visions, et voilà. Exactement. Promis, on poursuivra cette conversation autour de Morisot et d'Escola avec eux ici. On va essayer. C'est important ça. C'est important pour l'histoire de la nature et l'humain en fait. Là, il y a une image importante de l'histoire de l'art avec la création et la perspective qui a mis au loin la nature. C'est une des choses aussi. C'est les images qui ont fait qu'on n'est plus intégré dans l'image alors que depuis un siècle, on sait que nous, regardeurs, faisons partie de l'objet qu'on regarde. Donc il faut vraiment revoir le monde comme ça. Et en fait, il faut intégrer aussi toutes les partenaires, les ingrédients qui font partie de notre image de nous avec vous. Enfin, c'est tout ça qu'il faut revoir. Donc il faut proposer des situations, proposer pas seulement une théorie, justement, mais proposer des expérimentations. Maximum. Et des partages. Et pour le coup, une des pistes qui a surgi pendant ces 4 conversations, enfin ces 2 jours de conversation, il y avait l'idée de penser en termes de flux plutôt qu'en termes d'objets, d'entités. Ben bien sûr. Bien sûr, parce que en fait, à l'échelle microscopique, enfin, on imagine que tout est la même chose. C'est que des formes, des matières qui ont toutes les mêmes, qui n'arrêtent pas d'interagir, puis qui se traversent les unes les autres. On ne sait même pas quelle. Et en fait, ça suffit pour comprendre qu'on est tous dans les mêmes histoires. Hein. C'est ça. Donc il faut voilà. On a besoin des publicitaires, moi je le dis souvent, les publicitaires sont capables de nous vendre des brosses à chiottes en nous les rendant attractives. Et donc je pense qu'ils sont des gens qu'on doit pouvoir convoquer. Et puis on a besoin d'un enseignement qui est aussi véhicule ça. On y vient aussi. J'ai envie juste de faire une petite parenthèse, mais c'est lié à ça. On a besoin d'un changement de comportement massif. Donc c'est pas juste le changement de comportement, enfin je commence à recycler les colibris, etc. Donc, changement de comportement massif. On a des exemples des changements de comportement massifs qui ont réussi. En Suède, en 67, par exemple, ils conduisaient sur la gauche, et ils ont décidé, parce qu'ils importaient des voitures de l'Europe continentale, de se mettre à conduire sur la droite. Alors, c'est pas une chose qu'on peut faire graduellement. Non, c'est pas recommandé du tout. C'est pas possible. Donc, il faut le faire à l'instant T, et il faut la préparer, et après, paf, à minuit, un certain jour, tout le monde doit commencer à conduire sur la droite alors qu'il conduit sur la gauche. Et ça a réussi. C'est le passage à l'euro, en quelque sorte. C'est un peu différent, en fait, parce qu'il y a quand même un travail d'un type comportemental. Et un autre exemple, je vous donne, où ça marche super bien. Ça nous amène aussi à la question de la créativité artistique.
Imaginez de vouloir convaincre 1 milliard de personnes à se réveiller 1 heure plus tôt à la mi-avril. Oui, donc imaginez une campagne pour convaincre tous les Français et les Françaises à se réveiller 1 heure plus tôt et rester et continuer comme ça pendant tout l'été. Donc 1 heure plus tôt. J'arrive. Imaginez les campagnes, c'est grotesque. La campagne, réveillez-vous plus tôt, ça va être bon pour la planète, c'est bien pour votre santé, ça ne va pas marcher. En plus, il va y avoir des contrariants, des gilets jaunes de l'horloge, qui surtout, ils vont se réveiller 1 heure plus tard parce qu'on leur a dit de se réveiller 1 heure plus tôt. Imaginez des incitations économiques au business, aux entreprises, pour récompenser les gens qui viennent 1 heure plus tôt au travail. Donc, on ne fait pas du tout ça. Mais on fait une chose, et on l'a fait très bien, on change la signification de 2 heures du matin. Donc 2 heures du matin, à partir du 15 avril, signifie 3 heures du matin. C'est le président qui est le maître des horloges et qui décrète que 2 heures du matin signifie dorénavant 3 heures du matin. Et après, c'est à vous de vous débrouiller. Donc il y a un changement de sémantique, qui est typiquement ce que font les artistes, changer la sémantique des objets, des noms, etc. Et ensuite, il y a un jeu de coordination qui se met en place. Et un autre exemple de jeu de coordination, c'est quand je partais dans des refuges de montagne, que j'étais tout petit, il y avait des couvertures de lits qui portaient tête-pied marqués. Et après, il y a des gilets jaunes, des contrariants, des gens qui ne veulent pas. Mais c'est quand même indélicat pour soi-même de ne pas respecter l'information tout simple qu'il faut utiliser la couverture. Donc il y a plein de jeux de coordination qui peuvent se mettre en place. Et donc je pense pour la créativité institutionnelle, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, d'imaginer des solutions qui ressemblent à la solution du changement d'heure d'été. Donc on a juste des petits mouvements sémantiques et ensuite la société va se coordonner autour de ça. Et on ne sait pas quoi faire en fait, on ne sait pas comment faire, mais c'est des solutions de ce type qui vont vraiment accélérer la transition. C'est une question empirique ouverte. Il faut chercher, il faut s'inspirer des choses qui existent déjà, mais des changements de comportement massifs existent, ont été possibles. Et oui, là, c'est par la coercition, évidemment, mais peut-être qu'il faut passer par là à un moment donné. Incitation économique, il faut faire le tour de toutes les possibilités et chercher, pour chaque comportement dont on veut voir un changement, quelle est la solution la plus... Et là, la créativité artistique, je pense, c'est très importante. La créativité de chacun aussi. La créativité de chacun, c'est important. C'est important pour les enfants, par exemple, d'imaginer de valoriser leur créativité. La créativité de tous les gamins qui ont plein de choses à créer en permanence, et en fait on leur donne pas confiance en leur créativité pour développer leur projet d'avenir. Alors on leur impose des choses, donc c'est déjà ça, c'est de l'éducation aussi, hein. Donc de faire comprendre que la créativité des enfants est leur avenir. D'ailleurs on est dans des pays quand même très créatifs, on a créé voilà, à cause de plein de choses comme ça, parce qu'à cause de notre multiplicité, nos différences. Et en fait, c'est ça qu'il faut aussi mettre. Et c'est pour ça que je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur l'histoire de l'éducation chez les enfants. C'est très, très important. C'est un élément primordial pour le développement. Ouais. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si ça va tout à fait dans le sens de ce que tu as dit, mais j'avais insisté, j'ai abordé l'aspect des tabous. On est entouré de tabous qui ne servent à rien. Hein, et il y aurait peut-être aussi un espace à repeupler là avec, et ça c'est bon, ça c'est pas lieu de l'éducation à un moment, c'est des trucs qui paraissent anormales, et ça passe par peut-être des logiques de récit, des logiques de compréhension du fonctionnement des choses qui font qu'à un moment on dit bah non, tel geste là il est dangereux, tel autre geste là, bon, alors excusez-moi, vous êtes pour penser que je cherche à vous provoquer, mais à retirer une crotte de son nez et la manger, ça fait non, enfin c'est une ressource alimentaire à ce moment-là. C'est pas toxique. Non, mais vous voyez, alors moi je dis pas qu'il faut manger ses crottes de nez en public, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, c'est profondément répugnant cette histoire-là, alors qu'en fait c'est insignifiant et même c'est une façon de recycler de la matière qui est une matière nutritive pour le coup. Non, mais je sais que ça choque, mais il faut s'interroger là-dessus. En fait, c'est à ce moment-là qu'on est choqué par ce que nous sommes, donc par notre nature, donc par la nature. Et c'est vraiment un moment où c'est inutile. Alors bon, je suis d'accord qu'il y a les codes de savoir-vivre qui sont importants, mais autant que les codes de savoir-vivre soient autour des choses essentielles, comme pas jeter un morceau de plastique. C'est déplacer des systèmes de valeurs, c'est faire en sorte que la transition qu'on nous demande, tout ça, ne soit pas considéré comme
une peine, etc. C'est la capacité à valoriser. Benoît Latour dit très bien ça dans son dernier ouvrage. Hein. Et il essaye aussi de faire du théâtre et de le mettre en scène. C'est comment trouver les registres, la capacité d'énergie pour aller dans un sens qui nous paraît un sens de découragement ou de mort, etc. Enfin, on arrive de la mort à l'emmerdement. C'est pas si facile que ça. Moi, je travaille beaucoup, je suis prospectiviste, donc je sais, il y a des tas de choses qu'on fait en créativité, qu'on réussit, et les colibris, c'est magnifique. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable, en montée en généralité, de changer d'échelle. Parce que travailler sur le changement climatique en Aquitaine, on a fait des choses très bien avec Hervé Le Trust, avec d'autres, etc. Mais on n'arrive pas, et surtout nous, enfin, je vous dirais, non, à changer d'échelle. Alors on dit qu'on peut le faire, mais c'est autre chose que... On a fait un colloque avec Corinne Pelluchon sur humains, animaux, nature, quelle éthique de vertu pour le monde qui vient. C'est un peu ça quand même. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec l'individu, vous faites parfaitement, etc. Le collectif, de différents types de niveaux. Ensuite remonter au national, etc. Et voilà, on a du mal. On a évoqué les religions. Enfin voilà, il y a tout un travail qui n'exclut pas qu'il y ait quand même un besoin à un moment donné de concept, etc. Mais c'est donner envie d'eux, enfin, ou changer les représentations d'eux. Mais ça, par rapport à ce que vous dites, il y a un sacré fossé. Parce que Roberto, ça passe par ce que tu proposais, à savoir instaurer par exemple de nouveaux rituels ou ce genre de choses. C'est une chose possible. J'aimerais, comme on a un magnifique exemple qui reprend celui de la matinée, mais manger les crottes de nez. C'est un beau rituel à instaurer. En fait, nous, les enfants font ça. Déjà, on n'a pas besoin de leur apprendre à manger les crottes de nez. Enfin, ça me semble. Les problèmes, c'est qu'on passe notre temps à essayer de les décourager de le faire. On les décourage. Et donc là, ça serait vraiment très simple. Ne pas perdre de temps pour ça. Ne pas perdre de temps à les empêcher de manger le crotte de nez et de temps à autre donner un signal positif sur le fait qu'on fait ça pour la planète. Donc, il va falloir plusieurs générations pour y arriver. Mais, non, les champs... désolé, les changements de mentalité sont plus rapides qu'on ne pense. Là, c'est aussi un autre point. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, je vais être provocatrice, de la haine de la nature. La haine de la nature, la peur de la nature. Par exemple, moi, il y a un événement qui m'a beaucoup frappé cette dernière semaine, c'est ce qui s'est passé en Australie, avec les peuples premiers. Les peuples premiers, on pourrait dire que c'est le lien entre l'homme moderne, l'humain moderne, et le lien à la nature, en fait. On voit très bien, puisqu'il y a eu un référendum, quelle a été la décision du peuple australien, et il est très significatif d'un rejet, pour moi, enfin, on parle de nature, c'est un peu de cette terminologie, comme vous disiez tout de suite, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire nature, tout le monde n'est pas le même derrière, etc. Enfin, globalement, on voit bien que dans notre société, dès qu'on peut s'éloigner, tout ce qui est digital, tout ce qui est réseaux sociaux, même dans nos communications, tout ce qui est de l'ordre de la simplicité naturelle, je veux dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette peur et comment cette peur est en train de manger, dévorer. Il y a quelque chose, il parlait hier, Jean-Philippe Piron, de nos psychismes brûlent, de société de l'épuisement, nos psychismes brûlent. C'est-à-dire qu'en même temps que, et la solution elle est peut-être aussi à chercher là, en même temps que dehors il se passe des catastrophes à cause de ce délien avec notre histoire profonde et ancienne, c'était écrit ce matin, notre rapport à la cellule simple, notre rapport ancestral, d'avant l'humain, etc. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos esprits, à l'intérieur de nos corps? On pourrait peut-être trouver la solution de cette destruction de l'environnement dans notre destruction de nos propres corps, de notre propre intégrité. Et c'est sûr qu'il y a un rejet de la nature depuis longtemps déjà. En fait, l'idée que la nature est sale, par exemple, moi je connais plein de gens qui veulent pas aller dans la nature parce que c'est sale. Voilà, c'est ça, ils veulent avoir des choses sous vide. Ça revient aux bottes de ce matin. C'est ça, c'est les bottes de ce matin. Pas les enfants. Pas les enfants, ouais. Quoique. Très vite.
Oui, pour le coup, c'est acquis, donc c'est vraiment une transmission culturelle. Mais je ne sais pas si c'est de la haine. Je pense que c'est de l'incompréhension ou de l'indifférence, parce que dans le même temps, les gens, ils ont bien envie de se baigner au bord de la mer, dans une mer qui est bleue, donc c'est aussi la nature. Et franchement, souvent, la mer bleue, c'est plus sale que de se trimballer en forêt. Hein. Bon, mais le mot de haine me paraît excessif. Le mot de rejet, peut-être je peux l'accepter. Je pense qu'il y a une forme d'indifférence. Et surtout, il y a un truc qui est loupé. Et c'est dans la façon de réenamourer, il y a peut-être une façon de travailler là-dessus. C'est le côté des perspectives positives que ça a pour nous, pour notre santé, pour nos enfants. Hein, le côté solution. Il y a toute cette ligne de pensée qu'on appelle solution inspirée par la nature, hein, qui consiste, et l'agroécologie finalement est une forme de ça, à aller piocher dans les mécanismes naturels des façons d'agir et des actions qui sont moins génératives d'effets de bord toxiques. Roberto, dans ton laboratoire environnement, cognition et je ne sais plus quoi. Il manquait le concept énorme, c'est ça. Oui, là, c'est un peu l'idée de... Donc, l'équipe s'appelle Environnement Concept Énorme. Et l'idée, c'est une équipe de mon laboratoire qui est dirigée par Sacha Bourgeois-Gironde, qui a écrit ces livres magnifiques, je vous conseille, Être la rivière, sur la Wanganui, donc la profession, l'attribution de personnalité juridique à la rivière de Nouvelle-Zélande. Et l'idée, c'est justement l'environnement d'un côté, je ne parle pas de nature, mais l'environnement, ça doit inclure aussi des éléments sociaux. Les normes de l'autre côté, comme les leviers les plus importants pour le changement de comportement aujourd'hui, ce sont les normes. Donc, il faut trouver des concepts qui sont plus adaptés à l'environnement, des concepts qu'on utilise, pour générer des normes qui soient plus adaptées à ce qu'on essaie d'obtenir, donc des changements de comportement massifs. Et là, le travail intermédiaire est très long. On ne sait pas très bien encore. Enfin, c'est un travail empirique. Moi, je n'ai pas de solution toute faite. Donc, j'essaie de déconstruire des représentations. Par exemple, les représentations de l'océan. Là, tu parlais de la mer bleue, etc. Et je vous propose juste à titre, pour vous amuser un peu, faire des recherches sur Google. Vous cherchez les images quand les laboratoires de biologie marine, pour présenter leur activité sur les pages web. Elles sont indiscernables, à ne pas y croire, des images du Club Med. C'est la tortue avec du récif, typiquement. Et pourquoi ? En fait, la mer, est-ce qu'elle est réduite à une espèce de carte postale de la plongée, de snorkeling ? Enfin, la mer est beaucoup plus complexe. Enfin, la mer sombre, elle est riche en plancton, en phytoplancton. La mer claire, elle est très pauvre. La mer caraïbique magnifique, enfin, elle a une pauvreté de phytoplancton qui est très, très impressionnante. Donc, il faut changer. Changer le récit signifie aussi changer les différents types de représentations qui sont en jeu ici. Et un autre exemple qui va vraiment vous plaire beaucoup plus. Choisissez le tip of an iceberg. C'est quoi, la pointe de l'iceberg ? Oui, les sommets de l'iceberg sur Google. Et regardez les images. Vous trouvez que des icebergs qui sont mis comme ça, avec la pointe. Un iceberg comme ça ne peut pas vivre. Il va tout de suite se coucher. Il va se coucher. Donc, il n'y a aucune possibilité pour un iceberg d'être lesté au fond pour rester comme ça. Et là, il y a plein de mauvaises représentations de l'environnement qui vont conditionner les discours, l'imagination. Il faut décloisonner ça, il faut commencer. Et les dialogues avec la science, c'est très important. Il faut qu'on soit informé par... D'accord. Et sachant qu'il y a moins d'êtres humains qui sont allés au fond de la mer, genre Fosse des Mariannes, que d'humains qui sont allés sur la Lune, quoi. Il y a moins... il y a moins d'êtres humains qui ont passé solo à la voile par Cap Horn que d'humains qui ont été sur la station spatiale. Dans l'histoire de l'art, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'images de la mer avant le 19e siècle ? Je ne suis pas sûr. Oui, mais pas la mer, l'image de la mer dans laquelle on va se baigner. Et en fait, c'est à un moment donné, on a décidé, on avait la terre comme ça, puis on s'est retourné vers la mer et on était allé se baigner. Et je pense que les images ont été très importantes à un moment donné, au 19e, on a peint la mer. C'est ce que tu dis aussi, Roberto, dans la mer, quoi. Pour beaucoup, la plage représente une limite. Et il y en a très peu qui franchissent le pas, si je puis dire, parce que c'est quand même liquide derrière, quoi. Donc on a une recherche en cours sur la mer dans l'histoire de l'art. Donc Attendez, pas tous en même temps, Roberto. Donc on a beaucoup d'images de la mer comme arrière-plan de la Terre.
on a très peu d'images dans l'histoire de l'art, avec la Terre, comme un plan de la mer. Donc la mer en premier plan et la côte au fond. Très très peu. Donc il y a toujours une perspective terrestre sur la mer. Et la violence de la mer est toujours représentée par des naufrages avec une tempête de vent. Et ça ne correspond pas à la vérité historique des naufrages. La plupart des naufrages étaient en absence de vent. C'est parce que les bateaux n'étaient pas manœuvrants. Tout simplement. Donc si on voulait représenter objectivement, et c'est qu'on trouve dans les récits littéraires et les récits même de journal de bord, les naufrages, c'est presque toujours l'absence de vent et les courants qui va vous lancer sur des récifs. Mais la représentation de la mer qui produit un naufrage, doit s'accompagner. Il y a un visuel qui porte, qui est celui de la présence du vent, de la tempête. Donc, tempête et naufrage vont ensemble, mais c'est pas. Et là, c'est aussi un travail de prospection historique qu'il faut faire pour séparer tous les mauvais concepts qui sont entremêlés dans la représentation de l'environnement. Et puis aussi ce côté, parce que je pense à ces images de vacances ou de laboratoire, où est-ce qu'il se passe quand on tape biodiversité sur Internet et qu'on cherche les images associées, que la nature est belle. Et ça, moi, c'est toujours un truc qui m'a gêné, parce que essayer de réconcilier les gens avec la nature sous prétexte qu'elle est belle, ça ne marche pas. Le SARS-CoV-2, il est naturel. Enfin, il vient de la nature. Moi, je n'ai pas de problème à utiliser la nature alors que ça n'existe pas, parce que moi, c'est une représentation du monde. Et maintenant que je sais qu'elle n'est qu'une représentation du monde et pas le monde, je peux l'utiliser quand c'est cet aspect du monde que je veux montrer. Hein. Donc, je n'ai pas de problème avec l'utilisation du mot nature, même s'il n'existe pas. Les espèces n'existent pas en biologie, on sait très bien que c'est une abstraction, et bon, on parle quand même d'espèces. Donc, ça me créé un article dans Pour la Science où tu disais que le règne végétal, où les végétaux n'existaient pas. No offense pour Chaumont, mais tu disais que les végétaux n'existaient pas. Oui. Sauf à Chaumont peut-être. Ouais, il faut bien provoquer un peu les gens pour qu'ils nous lisent. Hein. Bon. Et donc des fois on dit le contraire de ce qu'on devrait dire, mais non, mais plus sérieusement, la nature n'est pas forcément belle. Et on l'aimera vraiment quand on l'aimera comme elle est. Vous savez, on n'aime pas une femme, enfin, un homme qui aime les femmes n'aime pas les femmes parce qu'elles sont belles. Il aime une femme parce que ses laideurs ne le choquent pas. Vous avez 2 heures. C'est ça. Je veux dire, quelque part, à un moment, parmi toutes les femmes qui sont belles, il y a celles dont les défauts eux-mêmes nous paraissent aimables. Et ça, c'est important. Alors, j'ai pris cette image parce que c'est quelque chose qu'on éprouve. Finalement, la personne qu'on aime, c'est bien sûr quelqu'un dont on aime les aspects positifs, mais dont on tolère les défauts. À la limite, on les trouve même émouvants. Et donc, je dis ça parce que moi, je suis un homme, je sais ce que c'est qu'aimer une femme. Pour moi, je pense que d'autres gens peuvent éprouver ce sentiment par rapport à ceux qui les attirent sexuellement ou pour leur vie quotidienne. Ce que je veux dire par là, c'est, en généralisant, c'est qu'on aime la nature si vraiment on l'aime pour ce qu'elle est, c'est-à-dire avec ses dangers, et la mer avec ses tempêtes, et pour ce qu'elle est belle. Il faut vraiment arriver à créer un attrait pour les deux. Sinon, on aura des gens comme certains confrères de l'Académie d'agriculture que je ne citerai pas, qui nous diront « Oh, la biodiversité, on s'en fout, c'est que des maladies, c'est que des problèmes, il n'y a qu'à garder la quinzaine d'espèces cultivées qui nourrissent le monde, puis ça suffit bien pour le reste. » Venons-en à cette partie éducation. Donc, Fabrice, tu nous as présenté ce matin ce que tu faisais auprès des écoles dans ta vallée. Marc-André, toi, tu as signé plusieurs tribunes, notamment une dans Le Monde avec Eric Orsena, disant « Lire, compter, écrire, c'est bien gentil, mais c'est loin d'être suffisant, il faudrait peut-être un peu plus que ça. » Et justement, aller vers le naturel. En fait, il faut trouver à chaque fois d'autres moyens de transmettre quelque chose. Donc, moi, je me souviens quand j'étais... quand justement je faisais le plus gros savon du monde, des choses comme ça, où l'Hypermarché, en fait il y avait tout ce rapport, cette ouverture pour un artiste. Parce que l'artiste contemporain, c'est vraiment un tout petit milieu, très fermé, tout ça, donc c'est étouffant. Et donc à un moment donné où on peut apprendre des choses de l'extérieur, en fait j'ai imaginé de créer une école où j'avais des jeunes artistes qui étaient en confrontation avec des chefs d'entreprise ou des jeunes étudiants en école de commerce, et tout d'un coup il y a une sorte de challenge avec le même âge, les mêmes références, et tout d'un coup hop, ça marche. Il y a des choses qui apparaissent et tout d'un coup, l'artiste ouvre son esprit. En fait, c'est ça l'idée de transmission. À chaque fois, donner les informations. C'est comme des graines dans la terre. On donne des informations en permanence. Il faut inventer à chaque fois des systèmes, des méthodes.
qui sont quelquefois très très courtes, qui durent une journée ou qui durent 4 mois ou qui durent 1 an et demi, mais pas forcément. Et c'est très très important de multiplier ces possibilités-là. Ces expériences de nature. Ah, tout le temps, tout le temps. Ce qui se fait avec les écoles en forêt, qui commencent à être importées en France. Oui, bien sûr, bien sûr. Même à Paris. Ouais, il faut faire beaucoup de choses comme ça. Ouais. Marc-André ou Roberto? Ah non, mais je voulais juste dire une chose, que je suis d'accord qu'enseigner, c'est se battre pour trouver plein de façons de faire, toujours nouvelles, parce qu'en plus, on ne peut pas refaire 30 fois la même, et ça demande beaucoup d'inventivité, et ça peut être réussi qu'en mêlant plusieurs inventivités. Alors, moi, je vais peut-être dire une chose qui n'est pas forcément... non, j'ai fait pendant des années un cours avec Elena Pasquinelli, qui est à la main à la pâte, et Daniel Andler, qui est maintenant à l'Académie des sciences. Il s'appelle Éducation, cerveau et cognition. Donc, au master des sciences cognitives, on a invité des spécialistes des sciences cognitives qui pouvaient nous éclairer sur les questions d'éducation. Et donc, on a développé une certaine vision de la complexité de l'éducation. Et finalement, il y a toujours un blind spot, une tâche aveugle ici, qui est la question de l'âge. Et je veux dire une chose là-dessous. Je pense qu'on a le droit d'arrêter d'embêter les enfants sur la question de l'environnement. Et plusieurs raisons. D'abord, ils savent tout, déjà, par les médias. Ça passe très fort maintenant dans les discours communs. Deux, ça engendre ce qu'on appelle une éco-anxiété. Enfin, elle est mesurée parce qu'ils voient qu'ils peuvent rien faire, que les parents les embêtent avec ça, ils font rien. Ils n'ont rien fait, ils font rien. Et cette éco-anxiété potentiellement est contre-productrice. Je pense qu'il faut arrêter d'embêter les enfants avec l'éducation à l'environnement, à l'écologie, au changement climatique. Il faut changer de cible. Il faut prendre les gens de mon âge et plus âgés, des retraités, qui utilisent le low cost comme si c'était des trottinettes et on a le droit de les embêter par contre, de les former pour qu'ils arrêtent d'avoir les comportements totalement contre-productifs qui sont aujourd'hui qui font partie de... L'idée d'être embêté, c'est dans celui qui est embêté. Est-ce que les enfants ont vraiment l'impression d'être embêtés? Non, mais bon, je veux dire, on les prend pour cible, on investit énormément dans l'éducation des enfants, l'éducation environnementale. Je pense que c'est du temps perdu et du temps du temps de l'argent qu'on pourrait mettre aisément dans la formation des retraités, des pré-retraités. Ce qui est beaucoup plus dur. Qui est plus dur, mais bon, c'est un défi, c'est un challenge, et qui va avoir des résultats plus intéressants, parce qu'ils vont... Des gens qui ont le pouvoir d'achat, qui ont le pouvoir, et les enfants... On va former les enfants aujourd'hui, ils vont avoir du pouvoir d'achat dans 15 ans, dans 20 ans. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut changer maintenant. Et donc, il faut cibler une population complètement différente. Donc, c'est pas de l'éducation, c'est du partage de savoir et de pratique. Il faut éduquer, je pense. Il faut éduquer. Quand même. Un petit peu. C'est du redressement. Bon, prochaine tribune. Non, mais c'est une boutade. Mais moi, je trouve ça intéressant. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Franchement, je trouve ça vraiment intéressant. Et je me permettrai de l'emprunter souvent, cette remarque-là. Néanmoins, je pense quand même qu'en termes de formation, il faut qu'on prépare, qu'on familiarise les enfants avec ce qu'est le vivant. Et donc, c'est moins effectivement des propos sur le changement climatique en lui-même, qui d'ailleurs sont souvent des propos pas assez ancrés dans une compréhension des mécanismes, pour le climat par exemple, des mécanismes physiques, ou pour la biodiversité, des mécanismes évolutifs, qui sont pas assez, qui n'arrivent pas après les bases. Et il faut plutôt qu'on jette les bases. Alors les bases, je pense aux primaires. Moi, c'est ce qu'on a dégagé au sein de la Fédération Biogé, donc que je préside et qui regroupe le muséum, des académies, des sociétés scientifiques, des sociétés de citoyens, des sociétés de journalistes, des fondations d'entreprises. La Fédération Biogé a fait un manifeste qui est disponible sur le site. Et en gros, ce qu'on dit, c'est que au primaire, c'est surtout le lien qu'il faut créer, en ayant du temps pour ça, s'approprier l'objet pour que l'objet soit questionnant. Et puis dans le secondaire, il faut un peu plus de temps pour essayer d'expliquer les mécanismes de comment ça marche, comment ça se met en place, quelles sont les conséquences, quels sont les liens, quelle est la complexité. Avec cette idée que non seulement ça, on peut l'approcher, je te donne tout de suite le micro, mais on peut l'approcher avec effectivement des enseignants de biologie qui vont montrer ce que c'est, mais ça suffit pas. Et c'est pas pour rien que Biogé tire son nom des travaux d'un philosophe. Il faut de l'interdisciplinarité, parce que les objets vivants n'appartiennent pas
aux sciences du vivant, contrairement à ce qu'on peut imaginer. L'économie les utilise, ou les abîme, ou les entretient. Quelque part, quand on parle de la sexualité, qui est quand même aussi quelque chose que gèrent beaucoup, et presque seulement les enseignants de SVT, si on n'a pas la philo ou le français pour savoir comment marche la tuyauterie, il suffit pas d'avoir le mode d'emploi de la tuyauterie. Hein. Et il y a donc un besoin d'interdisciplinarité aussi, et c'est la deuxième chose qu'on défend, c'est de construire ensemble. Aujourd'hui, les programmes sont souvent construits en silo, et moi j'ai été membre de commission de programme depuis 30 ans, donc je peux vous dire, avec cette consigne stricte de travailler chacun dans son coin, parce qu'on n'a pas à aller voir les autres, ça se fait à huis clos. Là, je me permets d'être légèrement polémique, parce que l'ennemi des bonnes pratiques dans l'apprentissage de la nature, disons, de l'environnement, est les programmes. Nous, on est dans une grille qui a des programmes, qui doit caser des transmissions d'informations. Là, je fais un exemple personnel. On a habité un an aux États-Unis, dans une communauté rurale, et mes enfants étaient dans une école au primaire, qui était, je crois, en pédagogie freinée, mais je ne suis pas complètement sûr, c'était une espèce d'hybride. Et donc, chaque mois, ils faisaient un projet différent. Donc, il y avait un mois dans lequel ils faisaient le Japon, donc l'origami, l'été, etc. Un mois dans lequel ils allaient au ruisseau. Donc, chaque jour, du matin au soir, ils étaient dans l'environnement, à faire des mesures, à faire des dessins. Moi, j'ai appris qu'il y avait des crevettes d'eau douce, je ne savais pas. Je vois difficilement une appropriation de la nature qui ne passe pas par des temps longs d'observation, une immersion longue. Et un jour, je parlais d'astronomie avec un astronome, et je dis, écoutez, il faudrait quand même, on parle de ça avec les enfants, on leur monte les planétariums, on leur monte le stellarium, etc. Mais il faudrait les envoyer sortir un soir, et rester la nuit dans des sacs d'accouchage, regarder les étoiles. Les parents, lever du bouclier, tollé, pas possible. Et du coup, dans ce même ordre d'idée, il y a des livres qui sont écrits sur, je pense notamment à ce fameux truc qui s'appelle le bug humain, disant que notre cerveau, il est finalement construit, échafaudé par l'évolution pour dire que il n'est pas fait pour protéger la planète en un mot, quoi. Il est câblé pour qu'on nous satisfassions nos désirs les plus primaires, les plus... On fait partie de la planète. On fait partie de la planète. Donc il n'y a pas... c'est notre il faut jamais oublier qu'on fait partie de cette planète-là. Donc on va pas contre la planète, on est dans la planète. Donc il y a un truc qui est complexe. C'est assez normal qu'une espèce exploite son milieu, et qu'elle l'exploite autant qu'elle peut. Je veux dire, quand un oiseau fait son nid, il exploite son milieu. Et alors, c'est pas des babouins, là, je cherche désespérément. Il y a ces singes qui vivent sur le littoral des îles thaïlandaises, là, et ils cachent des coquillages pour les manger. Et il y a des îles où il y a vraiment beaucoup de singes. Et donc, il n'y a plus de gros coquillages. Donc, ils inventent des outils plus petits pour casser les plus petits coquillages. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de grands coquillages, c'est sûr. Et ils crèvent un peu de faim, mais il y en a qui inventent des outils encore plus petits pour ouvrir des coquillages encore plus petits. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que si on examine bien la nature, le cas de l'homme qui abîme son environnement en l'exploitant est pas singulier. Le truc, c'est que la plupart des espèces naturelles, on voit pas ça parce qu'elles souffrent de tellement de maladies qu'elles arrivent jamais à ce qu'on appelle la capacité biotique, c'est-à-dire au niveau maximal d'individus de la même espèce qu'on peut avoir sur la surface qu'elles occupent. Et longtemps, on a ce mythe que nos anciens étaient épargnaient beaucoup plus de milieu que nous, mais la vérité, c'est que quand vous voyez les kites, je ne sais pas si vous connaissez ces structures qu'on voit de l'espace, parce qu'en fait sur le terrain on ne les voit pas, qui sont une espèce de murailles que bâtissaient les chasseurs qui nous ont précédés, en Europe, au Moyen-Orient, on les voit surtout dans le désert, on voit des choses qui se déploient parfois sur plusieurs kilomètres, c'est des murs, et ces murs, ils conduisent en entonnoir à des trous. Et dans les trous, on trouve des ossements dont certains n'ont pas de traces de dépeçage. Ça veut dire qu'ils allumaient des feux, ils faisaient peur aux bestioles, ils les poussaient vers ces trous, elles tombaient dedans et il y avait trop de barbac pour tout le monde. Enfin, c'est énorme quand on y pense. Ça veut dire... Les castors. Ah, les castors, on revient à Baptiste Morizet. Le castor. Non, c'est-à-dire ceux qui œuvrent. Et je vous invite, je dis juste un mot, à lire La guerre des salamandres, que je viens de découvrir, qui est très intéressante. C'est écrit en
en 1935 par un Tchèque, et qui est l'envahissement, enfin la reconnaissance par les hommes des salamandres qui sont dans la mer et qui ont des capacités de travail extraordinaires, qu'on arrive à faire développer très largement sur l'ensemble du continent, ce qui fait qu'à la fin, comme ils n'ont pas de méchanceté, ils n'ont pas envie de conquérir et de dominer, ils sont tellement nombreux qu'ils sont forcés gentiment de renvoyer, de reconquérir la mer, en fait, de submerger l'Europe. Et c'est quand même assez intéressant de voir. C'est un truc de science-fiction, mais ça m'a été fait lire l'autre jour par Pierre Cornu, qui est celui qui essaye de remettre en place le fonctionnement d'Hydra. C'est quand même assez intéressant de... Et là, c'est l'exemple d'animaux marins qui sortent, qui vivent dans la mer, qui sont très capables de travailler beaucoup et donc qui deviennent des nouveaux esclaves, et puis qui prennent leur autonomie, qui deviennent tellement nombreux que finalement c'est eux qui vont, alors jusqu'au moment où de nouveaux hommes pourront revenir et reprendre, etc. Mais il y a quand même, là ce qui est caractéristique, c'est que justement ils n'ont pas l'ambition de dominer et de se développer, mais c'est les hommes qui les poussent pour les utiliser comme des esclaves, puis qui progressivement se montent tellement qu'ils n'ont plus suffisamment de place dans la mer. Voilà. Ça fait un peu réfléchir, mais ce qui est étonnant, c'est la date à laquelle c'est paru. C'est d'une actualité par rapport au phénomène de submersion, ou des choses comme ça. Et je vous donnerai, mais c'est vraiment assez stimulant. Hein. Le problème de cohabitation, ça fait écho à ce livre de science-fiction, Le problème à trois corps, où le postulat de base de l'exosociologie, c'est que deux civilisations ne peuvent pas cohabiter. Dès qu'il y en a une qui découvre l'autre, elle a obligation de la détruire, sinon ce sera elle qui sera détruite. C'est sympa comme idée quand même. Ça à partir de l'histoire, c'est le paradigme diamondien de l'inégalité entre les sociétés. Hein. Et même si effectivement on peut reprocher à Jared Diamond de parfois être un peu réducteur ou de trier ses données, il a cette force d'arriver à extirper de l'observation de scénarios, d'histoires différentes, des mécanismes communs, qui, moi, me séduisent en plus parce que c'est souvent des mécanismes qui sont des processus évolutifs. Dans le contact entre les sociétés, si on lit de l'inégalité entre les sociétés, Guns, Germs and Steels, dans la version anglaise, on a des motifs comme ça. Et en fait, ça nous rappelle assez l'exclusion compétitive. Alors, je dis pas que tout est réductible à ça, hein. Mais effectivement, c'est une des cruautés du monde que le principe d'exclusion compétitive fonctionne entre espèces, entre populations animales ou végétales, mais aussi... C'est une note un peu pessimiste pour finir tout ça. Non. Quand on le connaît, on peut le gérer, ce problème. Et alors, on retourne à ça, c'est que la connaissance, elle permet d'anticiper sur une tragédie annoncée dans un processus purement biologique. Moi, je crois à la culture. Une question, bien sûr, bien sûr. Je suis en train de lire un livre écrit par Graeber et Wengrow. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu, ce livre. Alors, c'est Graeber, c'est ça qui est mort il était une fois l'humanité. Voilà. Qui était historien, anthropologue, etc. Et Wengrow, si je ne me trompe pas exactement de nom, c'est un archéologue. Oui, et ils enseignent tous les deux à Londres. Ils enseignent l'un qui est mort, en fait. Graeber est mort. Et ils ont écrit un livre qui est paru en 2021 qui s'appelle c'est une nouvelle histoire de l'humanité. Oui, c'est ça, voilà. Il était une fois l'humanité. Il était une fois. Et ce livre est passionnant parce qu'il s'appuie sur des témoignages archéologiques très très fins, notamment aux États-Unis, sur les différentes sociétés, pour révéler qu'en fait, il y avait plein de scénarios bien plus subtils, bien plus imaginatifs, bien plus créatifs, pour faire société. Et que la vision de Jared Diamond est justement guidée par des concepts qui, en fait, font croire qu'il y a une seule manière d'évoluer à partir du moment où on a trouvé l'agriculture, et que tout le monde doit passer par là, et que on passe du groupe à la tribu, au village, à l'empire, etc. Et alors là, en fait, ils dénoncent complètement cette vision. Et ils disent, l'humanité a été très très créative. Oui, il y a des histoires de civilisation qui se sont sédentarisées et qui, en fait, pour lutter
Pour qui ont éviter d'être refusé esclaves, ils l'agriculture. reviennent côté chasseurs-cueilleurs. Ouais. Voilà, il y a eu des sociétés qui ont été en contact avec l'agriculture et qui ont dit non, finalement, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas envie de travailler comme ça. On trouve de quoi manger dans notre environnement. Il y a eu des sociétés qui ont connu l'esclavage, qui ont renoncé. Il y a eu plein de choses. Voilà. C'est important de bien voir que tout autant que la biologie évolutive ne se réduit pas à la sélection naturelle, parce qu'elle a trouvé plein d'autres mécanismes, les mécanismes hamiltoniens, les mécanismes de dérive. C'est pas parce que le scénario que décrit Jared Diamond rend compte des histoires qu'il raconte que c'est le seul mécanisme à l'action. Donc, par contre, il y a une force, au moins pour l'instant, sauf à développer d'autres concepts et d'autres mécanismes, hein, qui j'espère viendra, parce que l'histoire n'est pas finie. Ces civilisations-là, on les retrouve par leur reste. Et là, il faut s'interroger à un moment. Bah oui, mais non, mais si quelque part dans un processus sélectif, elles avaient eu leur place, alors elles seraient là. Eh oui, et il faut quand même rendre compte de ça. Donc, je dis pas qu'il n'y a qu'une seule façon de faire civilisation. Je vois aussi des gens qui poussent les gens à s'interroger sur l'exemple précolombien en matière d'agriculture. D'accord ? Donc, je suis tout à fait conscient que dans ces formes passées, il y a des choses à aller chercher. Mais oui, attention, c'est pas, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que le mécanisme que propose Diamond et le mécanisme sélectif ne rend pas compte de tout qu'il n'existe pas aussi. Typiquement, moi je crois à l'entraide, puisque je travaille sur des entraides, mais je les construis sur la compétition. Bah, l'entraide, c'est un joli mot pour finir. Merci à tous en tout cas. Merci à tous. Une façon de se reconnecter au vivant, c'est d'aller manger une part de gâteau. Et donc rendez-vous dans un mois pour les prochaines conversations sous l'arbre. Et qui, pour le coup, porteront très bien leur nom, puisqu'il s'agira des arbres, vraiment, cette fois.